Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Power Show et du coup bonne année à vous parce que normalement le podcast quand il va sortir on sera déjà en 2023. On a décidé pour ceux qui sont fans de ce format, en tout cas qui apprécient ce format, d'être un peu plus régulier là-dessus. On a décidé avec les gars d'en faire au moins 2 par mois. Ce sera majoritairement entre nous, peut-être de temps en temps avec un guest. D'ailleurs si vous avez des idées de guest, il ne faut pas hésiter. Et le thème du jour, c'est les leçons qu'on a tirées dans tout ce qui est coaching, programmation, sur nos 5 dernières années de pratique, parce que ça commence à faire, on commence à avoir un peu de bouteille. Je ne pense pas du tout qu'on est arrivé à notre pic, à notre prime, mais je pense qu'on commence à avoir un peu de recul sur notre pratique. On est chacun dans des disciplines différentes, donc ça va être intéressant de voir s'il y a des crossovers un petit peu, voir si on a des choses qu'on voit de la même manière, si on a mutualisé. Alors, pour être totalement franc avec vous, le podcast, on l'a déjà fait hier et on a eu un gros problème technique. Et en gros, on n'a pas eu la vidéo, on avait juste le son. Oui, et on s'est dit qu'on allait le refaire. Nouveau setup, il y a deux voilà, caméras. Donc on sait déjà, pour être tout à fait honnête, on sait déjà un peu comment ça va se passer. Maintenant, l'occasion de le refaire, c'est aussi peut-être d'apporter quelque chose de différent pour nous aussi. Et donc, du coup, voilà, on espère que ça va vous plaire. C'est parti, du coup, je vais distribuer là un peu la parole. Moi, aujourd'hui, on va démarrer avec Louis. J'espère déjà que les gens vont être contents qu'on ait des micros parce qu'on avait eu assez de réflexions sur le son qui n'était pas top. Et j'espère surtout qu'on va réussir à synchroniser tout ça pour leur sortir. Du coup, le premier point coaching que je voulais aborder, c'est celui qu'on avait abordé hier en premier. C'était comment se former pour les coachs, si ça vous va, premier point. Le truc, la conclusion à laquelle on était arrivé, quand même, le premier truc, c'était qu'il fallait parler anglais. Et ça, je vais vous lancer un petit peu là-dessus, justement, parce que tous les trois on parle anglais, tous les trois on a vécu dans des pays anglo-saxons. On a eu une influence du coup qui est peut-être différente des personnes qui aujourd'hui n'ont que la connaissance du YouTube français, francophone, où il y a quand même beaucoup moins de contenu. Pour ma part, en haltéro, si on n'est que francophone, c'est compliqué de se former aujourd'hui en haltéro, sur l'entraînement et sur la programmation, la planification de l'entraînement. Je crois que la gym c'est pareil, et la force c'est un petit peu plus large, sauf qu'on en a parlé hier, il y a quelques dérives aussi. Même en force, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de monde ? Il n'y a quasiment pas d'ouvrage ou de documentation sur là-dessus. Tu as des sites. Le seul bouquin de force, c'est toi qui l'as ? Ouais, c'est celui de Marc Vouillot qui s'appelle La Force Athlétique. Et sinon, après, tu as pas mal d'infos que tu peux retrouver sur des sites qui étaient des forums avant pas mal alimentés, genre Superphysique et trucs comme ça. Tu as pas mal d'infos, ils te reparlent de pas mal de méthodos, etc. Mais tu n'as pas de trucs à la page, il n'y a pas de nouvelles infos en fait, tout est en anglais. Il n'y a pas de nouvelles infos et les gens qui sont parce que moi en gym c'est un peu le cas, les peu de gens qui communiquent en France, j'en fais partie, donc on est relativement récent, donc nous pour nous former, comment on fait ? C'est ça en fait. C'est que ça s'est fait avec l'anglais. Donc ouais, comme a dit Louis, je pense que si vous voulez un bon conseil pour progresser en coaching, c'est apprendre l'anglais juste pour avoir accès à plus de ressources. Et quand on dit plus de ressources, je pense que c'est 90% des ressources. Peut-être que c'est un chiffre exagéré, mais je pense qu'on en est en réalité pas loin. On a tous les trois fait un BPGEPS. Marin comme moi, on est enseignant en BPGEPS. Moi, j'enseigne dans plusieurs BPGEPS différents. Et au niveau DE, qui est le niveau au-dessus de BPGEPS. Et on peut tous les trois témoigner que le diplôme BPGEPS, c'est l'année de formation. C'est peut-être suffisant pour encadrer quelqu'un en sport santé sur des machines et éviter de le mettre en insécurité, entre guillemets. Par contre, si on veut former des athlètes, même coacher dans une box de CrossFit, où c'est des mouvements qui sont plus techniques ou autres, ça suffit absolument pas. Surtout que là, nous, moi je le constate, alors je coach pas, je n'enseigne pas comme vous. Par contre, les BP, on les a de temps à autre ici. Le marché, il est complètement... j'aime pas dire ce mot parce qu'il y a toujours des moyens de se démerder, mais le marché, il est quand même assez saturé en termes d'offres de coach. Vous avez combien de personnes par promo en moyenne ? Vu que j'ai plusieurs promos, j'ai 50 personnes par an. 50 personnes, et c'est des gens qui sont du coup 50 personnes par an. Et sur les 50, un an après, il y en a encore 5 qui exercent. Voilà, et sachant que sur les 50, allez, on va dire si on prend tous les pôles de formation de la région, il y a combien de formés en BPGEPS ? Il y en a beaucoup, je pense qu'il y en a au moins par année. À Bordeaux, il y a au moins 300, je dirais 200-300. 300 tous les ans, sachant que le nombre de salles sur Bordeaux, c'est beaucoup plus que dans des petites villes, mais on reste sur une métropole. Mais c'est quoi, il y a combien de salles à Bordeaux ? Il doit y avoir une cinquantaine de salles, à chaque fois il y a 2-3 donc je sais pas, mais il y a beaucoup plus de demandes d'offres de coach que de demandes de la part de la clientèle d'avoir des coachs. Et donc, à un moment, si vous voulez vous en sortir, il faut vous différencier. Et on se différencie par son savoir-faire en premier lieu. Après, on parlera dans un autre podcast peut-être de marketing, de communication, etc. Mais c'est sûr que dans un premier lieu,
Après, ça peut être comme nous, on a des spécificités, moi l'haltérophilie, toi la gym, qui sont considérés comme des sports de niche pour certaines personnes, ou ça peut être juste se former en nutrition, devenir un coach qui est très polyvalent. Nous, on a des coachs ici qui font pas forcément du coaching spécifique, qui font de l'entraînement fonctionnel ou autre. Mais c'est très pointu. Mais c'est déjà une niche, ça, pour moi, en soi. C'est déjà une niche, mais plus large. C'est une grosse niche. Mais ils passent leur temps à se former, font des formations kettlebell, des formations sur le sprint, des formations sur l'haltéro, pour essayer justement de se diversifier et de devenir meilleur que des petits coachs. Et après, une fois qu'on est coach, de toute façon, ce qui permet de se donner une légitimité, c'est à quel point on coach de bons athlètes ou à quel point on a réussi à perfectionner des gens dans ce qu'on enseigne. Après, la base, quand même, je trouve, avant même d'essayer d'aller chercher des informations ailleurs et de se former ailleurs, c'est déjà d'essayer de maîtriser le contenu basique qui est donné, quoi. Ce qu'on disait hier. Oui, toi, tu enseignes l'anatomie et tu te rends compte qu'en fait, les diplômés BPGEPS disent le quadriceps, c'est un gros muscle de la cuisse. Mais non, en vrai, genre, c'est ça. Je suis pas méchant. L'accent est bien fait. Mais je trouve qu'en fait, déjà, quand on parle du contenu basique, qui est un contenu, tu sais, qui est déjà limitant si tu veux pouvoir être compétitif sur le marché du travail, parce qu'en fait, tout le monde a quasiment la même formation. Je pense que le souci aussi de la formation est que l'examen diplômant n'est pas assez sélectif. Ouais, tu veux dire que le contenu de formation en soi est bon, mais que par contre, si tu en connais ne serait-ce que 5 ou 10%, tu as ton diplôme. Ouais. Et du coup, en fait, c'est ça qui fait que déjà, tu tombes sur après des coachs qui sont médiocres, parce qu'il y en a beaucoup. C'est ce qui aussi dégrade la perception de la profession pour les autres gens, parce qu'il y a des gens qui vont venir dans une salle, il y a quelqu'un qui va dire il faudrait que tu prennes un coach, il va dire moi non, j'en ai déjà pris 2. Les mecs en fait c'est des chèvres, ils savent de quoi ils parlent, et ça il y en a beaucoup. Moi je vois sur les promos, clairement fin d'année, pour moi il y en a peut-être un qui s'est programmé peut-être à la limite correctement, et je pense que le souci, je te dis, c'est aussi bien le process de sélection à la fin qui est trop facile. Et après aussi, du coup, en même temps, les jeunes qui ont la possibilité, même si c'est trop facile, ils ont quand même la possibilité d'être hyper bons et hyper calés. Après, on parle de BPGEPS, c'est le niveau qui est un peu au-dessus quand même, parce que c'est plusieurs années d'études, c'est STAPS, mais nous aussi, on a beaucoup de stagiaires STAPS qui débarquent. Et eux, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont beaucoup trop dans leur bouquin à croire que l'entraînement physique, c'est comme les mathématiques, c'est une science dure ou autre. Et en gros, ils en ont quasiment que faire de l'expérience. C'est uniquement... Il y a une étude qui a dit ça, une autre étude qui a dit ça, et jusqu'à ce qu'ils découvrent une autre étude qui dit le contraire, ils vont jurer que par ça. Et ça, on en a pas mal aussi. Et en fait, on se rend compte que la théorie, ça marche en théorie. Par contre, la théorie en pratique, ça dépend des profils, ça dépend des périodes, ça dépend des saisons, ça dépend de tellement de choses que faut réussir à s'en détacher. Et donc, c'est pour ça qu'on en a parlé aussi hier. Se faire une expérience dans une salle, c'est peut-être le meilleur moyen pour moi de devenir un bon coach. En ajout d'une formation initiale, on a toutes les connaissances théoriques pour se rendre compte que justement, ce qu'on a appris au niveau théorique n'est pas toujours vrai en pratique. Et je voudrais revenir sur ce qu'a dit Marin. Alors pour moi, le problème, c'est pas que tu sois médiocre quand tu sors de BPGEPS, parce que je pense que vu le niveau de formation du BP, vu les exigences qu'on a, dans tous les cas, je pense que tu seras très moyen, voire médiocre, comme tu l'as dit. Ce qui est emmerdant, c'est de le rester. Pour moi, c'est ça le problème, c'est que si tu te vois comme un produit fini en fin de formation, c'est là où c'est pas bon. Tu peux limiter la casse. Quelqu'un qui sort de BP et qui a zéro notion d'anat, alors pendant toute l'année, tu as vu les cours d'anat. Ça c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, même si tu as été super bon en BP, tu as encore en fait, c'est un peu le but de ce qu'on a appris, c'est que justement nous, ce qu'on s'est rendu compte, alors nous notre BP, on s'est quand même minimum appliqué, c'est que même avec ça, tu restes médiocre entre guillemets avec un BPGEPS. C'est pas pour casser les formations, mais c'est juste que voilà, le niveau de connaissance et le niveau de pratique qu'on va te proposer, il sera moindre, donc c'est à toi de te former. Et pourquoi la niche c'est intéressant ? La niche c'est intéressant parce que déjà c'est plus facile. Un généraliste il doit maîtriser beaucoup de sujets, alors que forcément quand tu te niches, tu te concentres sur un seul, c'est plus facile d'être bon. Quand tu te niches, forcément le besoin il est très spécifique et la douleur elle est tellement spécifique qu'il y a des gens qui sont peut-être prêts à te payer plus parce que tu as la réponse à ce problème là, il n'y a que toi qui l'as quelque part. Comme toi tu l'as en squat, tu crées la rareté. Tu crées la rareté, donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant. Donc vous avez même toutes les raisons de vous nicher en fait. Plus facile et le plus gros revenu, plus grosse marge en tout cas. Après le problème du français aussi, c'est qu'il ne veut pas dépenser. Quand on sort de BP, on n'a pas forcément de thunes. Le premier objectif des personnes en sortant de BP, c'est comment je peux réussir à me dégager de l'argent pour me faire un SMIC.
c'est pas comment je peux dépenser de l'argent encore pour me former, parce que c'est pas gratuit la formation. Toi, tu en as parlé. Tu pensais que la formation c'était gratuit en me disant YouTube ça suffit. Mais après, je dis ça, on a payé, nous, on peut le dire aux gens, nous, nos études en école de commerce, elles ont coûté combien? C'était au moins 10 000 € l'année, ça avait monté, je crois que c'est 12 000. Ouais, vraiment, on a fait de l'apprentissage. Donc moi, j'ai de la chance, c'est mes parents qui me l'ont payé. Mais en fait, on s'en rend pas compte, la scolarité, ça coûte à un enfant scolarisé à l'État, ça coûte des milliers d'euros. C'est juste que c'est pas nous qui sortons l'argent. Donc du coup, on a l'impression que c'est gratuit, alors que justement, quand on sort de formation ou qu'on fait un BP et qu'on nous demande de claquer 5 700 €, ça fait réfléchir. Même quand tu vas dans d'autres pays, tu vas aux US, les études... Mais justement, aux US, les études coûtent cher, donc ils sont plus aptes après à se dire j'ai 2 000 € à sortir pour une formation pour devenir un meilleur vendeur, c'est normal. En France, ils vont dire c'est un arnaqueur, comment ça se fait que ça coûte aussi cher? Normalement, l'éducation c'est gratuit. Depuis que je suis né, l'éducation c'était gratuit. Comme le sport. Et puis le sport a été gratuit depuis ma naissance. Et puis surtout, le souci qu'ils vont avoir les gens, c'est que par exemple, ils vont se payer une formation. Je donne un exemple, une formation qui est Kettlebell à 1 200 €. Ils vont apprendre des choses, ils vont la trouver bien, mais ils vont dire je pensais que je progresserais plus, j'ai quand même payé 1 200 €, je pensais que je serais un cador en kettlebell. Et ces mêmes personnes-là, elles ne vont pas se poser la question d'avoir fait 3 ans d'études d'espagnol au lycée, de ne pas péter un mot d'espagnol après, alors que ça a coûté pour le coup beaucoup plus cher. Et qu'en fait, le retour sur investissement, il est quasiment de zéro. Et en fait, c'est pas une formation qui débloque, c'est comme t'as pas un diplôme en allant voir un seul prof, il faut que tu ailles voir plein de profs, que tu fasses plein de matières et que tu fasses des années. Voilà, c'est de la formation continue. Et donc, nous, vraiment, c'est ça qui a fait la diff pour nous. C'est l'expertise aussi. C'est le mec, il va être hyper pointu, il va t'apprendre des trucs de manière hyper efficace. Et puis, il y a eu tout le travail en amont où le mec a collecté de l'information, il a mûri aussi les différents exos, etc. Donc, après, ça marche aussi sur le long terme. Si tu veux, en 2 mois, te dire je vais faire le plus de formations possible, tu vas rien réussir à retenir. Alors que quelqu'un qui se forme sur 5 ans, petit à petit, sans trop se pousser, sans avoir trop de dépenses. Et pour parler de YouTube, moi j'ai mis un peu de temps à m'acheter des formations quand même si là on est en train de justement vous dire qu'il faut le faire. Moi j'ai eu un peu de mal à le faire au début, par manque de revenus aussi, parce que je me disais YouTube c'est gratuit, donc en soi je peux avoir accès à l'information par moi-même, juste il va falloir que je fasse un peu de recherche. Mais en fait quand vous payez une formation, en fait vous payez pour la vitesse. Vous payez pour la vitesse parce que la personne elle aura déjà agrégé toutes les informations, elle les aura mis dans le bon ordre, parce que c'est souvent ça le problème, c'est par où commencer. Elle aura déjà fait sa sélection et donc vous gagnez un temps monstrueux. Donc c'est pour ça que vous payez, c'est pas pour une connaissance qui n'existe pas ailleurs pour gratuitement en fait. T'as une histoire là-dessus. T'avais les noms des gymnastes qui font du contenu sur YouTube intéressant, tu peux les donner? 2-3. Il y a Pamela Gagnon qui travaille maintenant avec CrossFit Mayhem, qui est vraiment top. C'est une ancienne gymnaste de l'équipe américaine. Il y a Dave Durante, pareil, lui c'est le capitaine de l'équipe. Et il y a Christopher Sonnen, qui est lui un ancien coach de l'équipe américaine. Et voilà, en dehors de eux, parce qu'après il faut le dire aussi, c'est que la gymnastique et la gymnastique artistique et la gymnastique crossfit, c'est différent. Et donc du coup, il y a peu de coachs ou d'anciens gymnastes qui se sont intéressés à ce sujet-là, parce que les problématiques des crossfitters, ça va pas être les mêmes du tout que, comme toi en haltérophilie, peut-être les problématiques ou en force, c'est pas tout à fait les mêmes au niveau des formats, etc. Et encore que je pense que c'est un peu plus proche. C'est un peu plus proche, parce que gymnastique crossfit, c'est le niveau 7 ans en gymnastique artistique. Ouais, et surtout, il y a des mouvements qui n'existent même pas en fait. Butterfly pull-up, ça n'existe pas en gymnastique artistique par exemple. La bascule, c'est bras tendu. Voilà, comment on appelle ça, l'allemande? L'allemande, c'est quand tu fais un skin de 4. Les gens ils vont savoir ce que c'est un skin de 4. C'est quand tu viens. Je croyais que la bascule, ça s'appelait l'allemande aussi. Ouais, l'allemande, c'est quand tu es à l'arrêt. Ok. L'allemande, c'est quand tu as les épaules arrière ici en rétropulsion. Et que du coup, ça tire comme ça. Ça tire les pecs et les épaules. C'est pas mal. Ok. Donc formez-vous, apprenez l'anglais. Voilà. Et formation haltérophilie, The Power Institute, on prend 8 ou 10 personnes d'un coup à chaque fois. La prochaine session, ce sera, je crois, en février. Sachant que le jargon sport, vous le tâtez déjà en fait, normalement, parce que si vous faites du crossfit ou si vous faites. Il y a plein d'exercices, le nom est déjà en anglais. Je veux dire, c'est pas non plus, rocket science de se mettre à l'anglais pour le sport. L'importance d'avoir un minimum de base en anglais. Parce que si tu veux être un minimum compétitif, déjà maintenant dans toutes les salles, tu as du crossfit, ils appellent ça cross-training. Mais dans toutes les salles de fitness, maintenant, tu as toujours un module là-dessus. Si tu ne bites rien sur le langage anglo-saxon, sur les différents exos que tu as, c'est quand même compliqué à enseigner ou en tout cas à comprendre. Quoi. Et un point juste, s'il y en a qui sont en BP, moi ce que je vous conseille, c'est de chercher un stage dans une box de CrossFit plutôt qu'une salle de muscu.
Oui. Je sais que notre public, c'est surtout CrossFit, donc on n'a pas trop les musculeux qui détestent le CrossFit en disant on fait que se blesser au CrossFit ou autre. Mais c'est quand même recommandé d'aller vers une salle de CrossFit parce que c'est de l'entraînement fonctionnel, entre guillemets, donc ce sera beaucoup plus large. Ce sera sans doute plus intéressant. Tu peux faire de la muscu en plus. Tu peux faire de la muscu. Et vous aurez plus d'opportunités de coacher en plus. Vous serez sans doute beaucoup mieux formé en boxe de CrossFit qu'en salle de musculation. Vous allez asseoir des gens sur des machines. Par contre, nous, on peut expliquer aussi un petit peu la manière dont on sélectionne, parce que, pareil, on a eu pas mal de fois ce souci-là. Oui, je pense qu'on a une salle qui a beaucoup de demandes pour les stages et l'apprentissage. Donc, évidemment, on a des demandes déjà qui sont des personnes qui demandent de l'apprentissage, donc qui souhaitent être payées, et on en a d'autres qui proposent la même chose, mais qui proposent de venir gratuitement. Donc c'est sûr que pour nous... Mais même au-delà de ça, c'est quand t'en as un qui arrive... Ici, Non, on va parler du niveau après, mais je veux dire, si tu as deux personnes qui viennent et un qui dit je vais pas vous coûter cher parce que l'État paye, mais ce sera 300 ou 500 euros par mois, et l'autre qui dit je vous apporte exactement pareil en termes de coaching, et j'ai les mêmes attentes sauf que vous ne me payez pas, c'est logique pour une entreprise qu'elle choisisse de ne pas payer la personne. Et ce que je disais, il y a des saisons dans la vie pour gagner de la thune et il y a des saisons pour apprendre. Et quand on devient coach, la période de formation et les 2-3 premières années où on se forme, voire 4-5 premières années, ce n'est pas des périodes pour devenir riche, c'est des périodes pour apprendre, vivre dans la dèche comme on a fait, apprendre pour par la suite être capable de proposer un service qui sera monétisable et qui permettra de gagner de l'argent. Et le conseil qu'on peut donner du coup aux jeunes qui veulent, ou aux moins jeunes, parce qu'il y a aussi des moins jeunes qui changent de carrière, mais quand tu cherches un stage dans une boxe, moi, ce que je dis souvent aux jeunes qui viennent, c'est si tu connais pas ou que tu ne sais pas pratiquer un minimum le panel basique des exercices de CrossFit, bah en fait, faut pas venir. Parce qu'en fait, quand tu viens en stage, tu viens pour apprendre à coacher, c'est pour pratiquer. On t'enseigne comment coacher, comment encadrer. Comment transférer ta connaissance que tu as appris sur toi-même. En fait, nous, notre taf, c'est pas de faire de toi en fait, un sportif ou un athlète. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'en gros, si tu n'es déjà pas encore capable de maîtriser les mouvements, etc., va falloir t'apprendre les mouvements et après t'apprendre à les enseigner. Donc, comme toi, tu dis des fois sur certains cours, si par exemple tu viens faire un cours d'haltéro, donc là c'est dans un autre domaine, mais que tu sais pas du tout faire un overhead squat, en fait tu peux rien t'apprendre. On peut rien faire. Tu n'as déjà pas le basique. Donc il y a quelqu'un qui vient. Le basique pour devenir coach, c'est d'avoir un minimum de niveau de pratique. Oui, donc et ça, c'est à la portée de tout le monde. Parce que ça, pareil, je trouve que dans les jeunes, ils attendent pas mal qu'on leur donne tout un peu à chaque fois dans la main. C'est à la portée de tout le monde en fait de se perfectionner, d'avoir un niveau correct déjà dans une discipline. Parce qu'en fait, c'est pas dur, hein. Tu prends ton inscription, tu vas dans une salle de CrossFit, tu fais 1 an ou 2 de CrossFit, et puis après déjà tu passes un BP. Mais quand tu as salut, ça fait 3 mois que je fais du CrossFit, je trouve ça cool, et du coup je veux faire coach. Déjà, c'est pas forcément les bonnes motivations pour devenir un coach. C'est que ces personnes-là, c'est ceux qui lâchent très vite. Bah moi, pour conclure un peu sur ce point-là, sauf si vous avez d'autres choses à dire après, pour l'apprentissage de l'anglais, nous on a beau avoir fait une école de commerce, moi j'ai pas appris l'anglais à travers l'école, j'ai appris l'anglais parce que justement je voulais choper les informations sur les sujets qui me passionnaient, qui étaient accessibles qu'en anglais. Il y avait plein de conférences, plein de sujets, ou même des vlogs ou de divertissements tout simplement que je voulais regarder qui étaient en anglais, donc je m'y suis collé pour ça, parce qu'il n'était pas traduit, contrairement aux séries sur Netflix. Et la deuxième chose pour la formation, acheter des formations, quand vous allez le faire, que vous allez passer votre carte bleue, ce ne sera pas toujours une sensation agréable parce que vous prendrez un risque. On prend toujours un risque quand on fait un achat comme ça parce que la formation peut être de qualité médiocre ou tout simplement vous n'allez peut-être pas avoir le courage de la suivre ou en tout cas voilà, vous allez peut-être prendre un risque au niveau financier par rapport à l'argent que vous gagnez. Mais vous n'avez pas le choix, ça fait partie de la vie d'un coach et voilà, je vous encourage à le faire même si encore une fois ce n'est pas forcément agréable sur le moment. Voilà. Après Marin, je ne sais pas si tu voulais enchaîner du coup avec un... Je sais même plus sur quoi j'ai rebondi hier. En fait, on avait parlé de ça. Et puis. Tu avais parlé des réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu en avais parlé en premier, mais. Non, mais en gros, je crois que j'avais expliqué que justement que les jeunes dans les formations c'était un petit peu compliqué, je trouvais. Mais après, oui, on peut embrayer, même si c'est pas un point complet, mais je me rappelais plus du tout. Bah Robin, du coup, tu veux t'attendre en premier point. Mais après, sinon, on peut faire l'aparté sur les réseaux sociaux rapide puisque c'est lié au truc. Ouais, vas-y, carrément. Non, en gros, que je trouvais que le souci qu'il y a un petit peu en général, quand tu regardes sur Instagram les nouveaux diplômés, les nouveaux coachs, c'est là où on avait un point un petit peu de désaccord. Pas de désaccord, mais où il faut placer. Moi, j'ai plus lancé que toi.
il faut placer le curseur sur un juste milieu, sur les extrêmes ça sert à rien, mais en gros qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent d'être diplômés et qui mettent énormément d'énergie dans comment dire, le contenant. C'est-à-dire qu'en gros, le format, ils sont énormément sur les réseaux sociaux, ils veulent tout le temps mettre des tutos, etc. Sur le marketing et la vente en quelque sorte. Exactement. Alors que le produit qu'ils essaient de vendre n'est pas... Et sauf qu'en fait, il n'y a rien de qualitatif, il n'y a pas de valeur ajoutée. La plupart du temps, c'est du vent, voire des conneries. Et je trouve qu'avant d'être dans cette mécanique-là, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui veulent à tout prix marcher comme tel mec sur les réseaux sociaux, avoir un peu la carrière de ce que j'aime pas trop dire, mais les gens, ouais, c'est des influenceurs, je veux le même mode de vie, etc. Il ne faut pas oublier que la majeure partie des gens, et en plus nous on en connaît quelques-uns, qui ont énormément réussi sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui ont déjà été compétents dans un domaine, ou en tout cas qui ont partagé quelque chose qui les animait réellement. Et qui utilisent les réseaux sociaux pour vendre le truc dans lequel ils sont compétents. Exactement, et je trouve qu'il y a pas mal de jeunes qui prennent les choses à l'inverse. C'est-à-dire en fait ils essayent d'être un peu dans les codes des réseaux sociaux, d'avoir le jargon, le mode de communication, mais en fait le contenu, des fois c'est un peu vide. Donc c'est là où on en revenait un petit peu, où je trouvais que c'était quand même judicieux de se former pendant une certaine période, et d'avoir un peu de background et comme je disais, de rouler sa bosse avec du coaching, différentes personnes, tout ça, avant même de commencer à dire alors tenez, là aujourd'hui c'est le conseil de la semaine ou du mois. Parce que c'est sûr, quand tu as un mec qui a 6 mois d'ancienneté dans le coaching, il a fait un BPGEPS pendant 1 an avant, et il te dit je vais vous expliquer en fait comment ça se passe. Par exemple, quand tu parles des coachs qui se forment, tu as des coachs qui vont vouloir se former, là tu n'as pas d'infos. Tu vois, genre. Après, le marché est impitoyable quand même, tu le vois souvent, des mecs qui font 52 kilos et qui te disent je vais vous donner une séance pec triceps. Et tu as les commentaires qui se chargent de les ramener un petit peu à la réalité. Sachant que tu n'as pas besoin d'être un bodybuilder pro pour expliquer aux gens le bodybuilding et pour comprendre les rouages du bodybuilding, mais tu as quand même un minimum. Pas de cordonnier mal chaussé dans le sport et le coaching. C'est pareil, tu n'as pas besoin d'avoir fait les JO en gymnastique pour coacher en gymnastique, mais si tu ne sais pas faire une traction stricte, tu ne vas pas donner des conseils aux gens sur comment enchaîner les muscle-up. Mais le souci qu'on a avec les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, il y en a où ça marche. C'est-à-dire que tu en as en fait où c'est que du vide. Et comme tu dis, Robin, il aime pas quand je dis du vide, parce qu'en fait, est-ce que ça marche Non. Est-ce que ça marche au niveau conseil, ou est-ce que ça marche parce que c'est du divertissement, justement? En fait, là, c'est différent. C'est-à-dire qu'en fait, ils apportent pas des conseils sur fais des séries entre 8 et 10 reps et mange du miel pops après l'entraînement. Ce qui fait rire, en fait, ou ce qui fait que les gens regardent, c'est parce que ça les amuse. Complètement, oui. Après, c'est un autre vecteur de réussite. C'est qu'en gros, ils sont plus dans le divertissement. Mais du coup, pour moi, je trouve que c'est un petit peu imposteur de se vendre entre guillemets comme coach. Pour moi, en fait, je vais te redire ce que je t'ai dit hier. Pour moi, il y a plusieurs choses. Je suis le premier, moi, tu t'en rappelles très bien, malgré mes études d'école de commerce, à avoir été vachement focalisé produit, service, en me disant un bon produit, un bon service, ça se vend tout seul. Et donc, il n'y a presque pas besoin de le marketer. Après, je suis un peu revenu là-dessus sur ces dernières années en me concentrant beaucoup plus sur la com, d'une part parce que j'aime bien, mais surtout parce que j'en ai compris l'importance. Et en me disant, en fait, la com, c'est plus important, presque à certains moments. Et en fait, je vais te faire la même analogie qu'il y a avec la voiture. Sur une voiture, tu as besoin des 4 roues pour rouler et tu as aussi besoin du moteur. Et le problème, je pense, de la façon dont tu le décris, c'est qu'il n'y a que le moteur et pas les 4 roues. Mais je ne pense pas qu'il faille en faire un en premier de l'autre. Je pense que tu peux faire les deux de manière un peu plus simultanée que ça. Maintenant, pour revenir sur ce qu'a dit Louis, et même ce que tu as dit toi, c'est la légitimité. Moi, là, avec tout ce que je lis ces derniers temps, je suis sûr que je peux faire une présentation sur comment devenir millionnaire. Mais pourquoi tu m'écouterais ? Parce qu'en soi, le contenu, le fond de ma formation, de ce que je pourrais faire, il serait pas mal, mais je ne suis pas millionnaire. Oui, et le problème, c'est un peu comme si tu avais quelqu'un qui, ça se trouve, a des connaissances de malade en diète, en nutrition, et que le mec, il est hyper pointu. Parce que le problème, c'est que s'il fait 180 kg et qu'il te dit je vais t'apprendre à sécher, en fait, t'as même pas envie en fait, d'écouter le contenu. Quoi. Alors après, pour le coup, Alex Amrosi, un influenceur business, il donne un très bon exemple pour ça. Il dit plutôt que de dire comment maigrir, c'est comment moi j'ai fait, plutôt que de faire ça de façon généraliste. Et du coup, c'est une technique de vente. Voilà, c'est une technique de vente. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, ça pareil, c'est ce qu'on avait vu ensemble hier. C'est que je pense aussi que ce qui est perturbant pour nous, c'est que comme on est passionné par la technicité un peu de notre sport et de notre discipline et par la programmation, on est un peu frustré quand on voit quelqu'un qui a plus de réussite ou qui a en tout cas plus de visibilité que nous. Parce que
il est étiqueté dans le même domaine que nous, mais en fait, il répond pas du tout aux besoins de la même manière parce que, comme on a vu d'hier, les gens, ils ont une bonne raison. Ils ont une vraie raison. Et je pense que tous ces influenceurs, ce qu'ils voient en fait, c'est s'ils disent, en fait, il y a plein de gens, ils ont juste besoin d'être rassurés. Ils ont besoin d'être confortés dans ce qu'ils font déjà, ils n'ont pas vraiment envie de progresser. Et donc il y a plein de mecs qui vont leur donner le contenu qu'ils ont envie de voir pour les conforter dans leur manière de manger, de s'entraîner, etc. etc., etc. Oui, après, si tu pars en plus dans cet extrême-là, c'est avec tout ce qui est comment ça s'appelle, le body positive. Là. Que, bah oui, mais c'est exactement ça. T'es gros, mais... Après, le divertissement marche bien sur YouTube aussi parce que les gens n'ont pas forcément que envie d'apprendre. Nous, nos vidéos, on fait des tutos, on explique. Les vidéos, j'ai fait des analyses de certaines méthodes en ayant des mois de travail avec des personnes, des échanges avec des équipes nationales ou autres. Ça plaît moins que quand on fait des vidéos, j'ai mangé une chips qui pique. Ce que tu disais hier, c'est que tu regardes les émissions qui marchent le mieux à la télé. Et puis, oui, ce serait pas Hanouna la première émission de France si les gens étaient à la recherche de contenu. Sinon, ce serait Arte. Quoi, sachant que même, d'ailleurs, en parlant de Arte, quand tu demandes aux Français c'est quoi leur chaîne préférée, ils te disent Arte. Donc tu vois, c'est la bonne raison. Menteur. Et l'audimat, retranscrit pas ça du tout. Et après, il regarde les Marseillais à mes coups. Sachant que, pour le coup, pour Hanouna, qui fait beaucoup de divertissement, pendant la campagne présidentielle, il a quand même fait beaucoup d'émissions, il avait des invités politiques, etc. Parce que aussi, je pense que vous serez d'accord avec moi, avec l'âge, en fait, la nuance entre éducation et divertissement, je sais pas, moi, ça se croise. En fait, moi, je vais autant prendre de plaisir à regarder un film que à regarder une conférence d'un mec sur un sujet qui me passionne. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais apprendre des choses. Ça va me créer la même excitation. J'ai préféré regarder la conférence parce que j'ai pas la culpabilité de me dire je perds du temps à regarder un truc alors qui après, rien. C'est ça. Donc ouais, je suis d'accord avec toi qu'il y a des gens qui font pas les choses dans le bon ordre, mais je sais pas si tu es d'accord aussi avec moi que nous à la salle on a un peu l'exemple inverse. On a dans nos potes ici qui sont coachs ou même dans les gens avec qui on bosse. Ils sont très bons en coaching, ils ont vite rempli leur carnet, etc. Par le bouche à oreille et puis parce que c'est des gens qui font ça de manière très professionnelle. Par contre, la com. C'est pas la génération TikTok, ils ont du mal avec le téléphone. C'est dur quoi, et les marketing, c'est mal. Ouais, mais du coup, c'est l'inverse. Je trouve que du coup, ces mecs-là, marketing en vrai, c'est pas terrible, mais ils arrivent quand même à avoir un calendrier qui est rempli. Alors que je trouve que des gamins qui sont sur tous les réseaux sociaux, toutes les plateformes possibles, je pense pas qu'ils aient autant de succès financier que les mecs qu'on a. Regarde, je te dis, le meilleur exemple que moi je puisse connaître, c'est Fabien Béranguel, qui coach Saint-Denis, là, le combattant. Ouais, Benoît, c'est MMA, ouais. Tu regardes l'Instagram de Fabien, il n'y a rien. En fait, il s'en branle, parce que lui, c'est sa manière de contacter après les gens, tu vois, il s'en sert juste de ça. Je dis pas que c'est bien, mais je dis qu'en fait, un extrême marche, alors qu'un autre ne marche pas forcément. Non, mais de toute façon, c'est sûr que le coup imaginons, Alexandre Rosy, pareil, je suis désolé, je le cite encore, mais il donne un exercice, il dit imagine que tu n'as plus le droit de faire de promotion. Tu n'as plus le droit. La seule chose que tu as, c'est en fait, c'est la recommandation de tes clients par d'autres clients. Comment il serait ton produit? Et en fait, c'est pour te pousser justement dans tes retranchements et à proposer quelque chose avec une valeur exceptionnelle. Et je suis d'accord avec toi qu'à partir de ce moment-là, c'est tout de suite beaucoup mieux. Mais en même temps, je veux nuancer ça. Parce qu'à côté de ça, je suis désolé, mais je ne vais pas citer de nom, mais on a des potes à nous. Ils pourraient faire plus cher. Ils pourraient faire. C'est pas forcément, tu vois, juste le bouche à oreille, c'est même en termes de rentabilité parce que ce qui compte, c'est pas combien de clients tu as, c'est quelle marge tu fais. Voilà, on s'en fout d'avoir 500 clients. Tu peux avoir 2 clients. Voilà, exactement. Ce qui compte, c'est et qui pourraient justement augmenter leurs tarifs en se présentant un peu mieux aux yeux des autres, au-delà juste de la réussite de leur service, quoi. Donc, en plus, on est sur un autre domaine, c'est la perception de la qualité du produit avec le prix aussi. Ouais. Ça joue beaucoup. Tu regardes, nous dans les salles on a été, quand vous étiez vous à Raleigh ou moi quand j'étais à Stockholm, moi la salle c'était je crois un tarif étudiant, engagement annuel, l'équivalent de 140 € par mois. C'était 15 000 $. J'avais pas le droit de faire de cours, hein. C'était juste accès libre. 15 000 $ l'année pour nous, mais accès à toute l'infrastructure. Ça pour le coup c'est un sujet qui est pour le coup que business, et déjà je pense qu'on pourra bien en parler dans le prochain podcast, parce que là on reste sur le coaching, hein. Ouais, on reste sur le coaching, mais c'est un sujet hyper intéressant. Après, je pense que vous avez déjà remarqué dans notre façon d'aborder les choses, tout est un peu lié pour nous, parce que un bon coach, être un bon coach, c'est avoir un bon produit, et un bon produit, c'est aussi répondre à un besoin, et répondre aux besoins, c'est du marketing. Donc en fait, tout est intimement lié. Bon, on peut passer peut-être au prochain point, sauf si vous avez. Allez, on enchaîne. Bon, moi je vais. C'est un sujet qui me passionne. C'est vraiment l'importance du développement de cette qualité-là. J'ai compris que ça pouvait vraiment débloquer pas mal de monde et surtout que ça freinait beaucoup de monde dans leur développement athlétique, que ce soit en gym mais aussi en haltéro et en force. C'est la mobilité.
Je sais que c'est un sujet bateau, je sais que vous avez déjà entendu ça 200, 300 fois, mais c'est tellement important que je pense qu'il faut qu'on en reparle. Est-ce que du coup, le basique en gym, c'est savoir faire une pull-up ou il y a quelque chose à savoir faire avant? Voilà, ben justement, on entend souvent ça, c'est un peu un dicton dans le milieu du crossfit, c'est d'abord le strict avant le keeping. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est d'abord la mobilité avant le strict, avant le keeping. Et ça, malheureusement, c'est pas souvent fait. Et le problème, c'est que la mobilité, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, que ce soit en gym ou en haltéro, c'est pas pour faire beau. C'est pas pour faire beau, c'est pour avoir un geste d'une part plus efficient. Et un geste plus efficient, c'est un geste plus économe. Et c'est pour pas se blesser. Et moi, j'ai une anecdote que j'ai eue avec Louis en séminaire et ça m'a marqué. Ça illustrait très très bien l'importance de la mobilité. Il était en train de coacher du snatch et je crois qu'il y en avait qui avaient du mal à descendre en bas de l'overhead squat rapidement. Ils avaient du mal à être rapides au niveau du passage sous la barre. En gros, il faisait un arraché qui était un power puis un squat au ralenti. Voilà. Et je me rappelle, tu leur as dit, si vous n'êtes pas capable de descendre rapidement en overhead squat avec un PVC au-dessus de la tête, vous n'allez pas par miracle y arriver quand la barre elle sera chargée. Ça ne changera pas. Ce sera un constant. Et comme tu as dit hier, le tout, c'est pas juste de savoir descendre en overhead squat. C'est être à l'aise. C'est être à l'aise, que ce soit une position dans laquelle vous pouvez descendre rapidement. Et pour descendre rapidement, il faut être hyper mobile, hyper Dans à l'aise. laquelle on peut descendre rapidement et dans laquelle on peut naviguer aussi. Parce qu'il faut s'autoriser des petites erreurs de trajectoire, de timing. Donc si vous, en bas de l'overhead squat, le moins de mouvement devant, derrière vous fait tomber, c'est merdique. D'ailleurs, tous les athlètes sur la caméra, on voit sans doute Redon derrière. La position la plus stable pour réceptionner un overhead squat, c'est là. Parce que quand le fémur est incliné dans cette position-là, les hanches sont le moins loin derrière les talons et les genoux sont le moins loin devant les pointes de pied. Donc la pire position pour réceptionner un overhead squat, c'est le demi-squat ou tout juste sous parallèle, comme ce que les crossfitters appellent rep. Ouais. Mais c'est le pire. Faut pas se contenter de ça, faut aller chercher tout en bas. Et je pense que le fait que la mobilité soit pas mise en avant, ou en tout cas pas travaillée, elle est liée à plusieurs choses. Ben, la première pour moi, c'est que, enfin pas la première forcément, mais en tout cas une de ces raisons. Parce que c'est chiant. Je vais y venir après, moi je trouve pas ça chiant, mais on va en parler après. C'est que le crossfit, c'est quand même un sport qui se concentre vachement sur le développement des qualités organiques, entre guillemets, donc endurance de force, endurance cardiovasculaire, aussi la force, un peu l'explosivité. Sauf que pour dépenser moins et faire ça sur une longue durée, sauf que pour utiliser moins de force, être plus endurant, etc., eh ben, il faut avoir un geste efficient. Et on oublie vite que la gym, l'haltéro et même la force, c'est des sports où on va chercher à optimiser tout. Et t'expliquais ça aussi hier avec par exemple le handstand, quelqu'un qui n'est pas mobile et qui va devoir rester comme ça, c'est pas efficient. Tout en force, tout en contrôle. Il sera beaucoup moins à l'aise, il va dépenser beaucoup plus d'énergie, quelqu'un qui peut emboîter complètement. Et ça viendrait à l'idée de personne de se dire que tenir une dumbbell comme ça, c'est plus efficace que de la tenir comme ça. Pourtant, les gens ils vont faire du wall pendant des années sans régler ce problème. Et ils vont se dire, ah, je fatigue en WOD, etc. Donc voilà, donc pour moi, c'est cette raison-là. Et la deuxième, comme a dit Louis, c'est que les gens ne trouvent pas ça fun. Alors, moi, j'ai une stratégie pour rendre ça fun. C'est faire un peu ce que j'ai vu Louis faire avec ses athlètes. C'est gamifier un peu exactement. C'est la gamification d'un exercice parce que ce qu'il faut, c'est du challenge. Sur un exercice de mobilité, on ne se voit pas progresser, spécialement si on fait juste du passif par exemple. Alors que si vous faites de la mobilité lestée et dynamique, là tout de suite, on rentre en jeu la charge et je sais que les crossfitters ils aiment bien voir le nombre remonter. Enfin, tout le monde aime bien en fait ça. Oui. C'est vachement gratifiant de voir. Et du coup, essayer de jouer là-dessus au maximum. Moi, c'est mon objectif pour l'année qui vient et les prochaines années, c'est de rendre le travail de la mobilité aussi fun que de faire un WOD, aussi fun que de faire de l'haltéro, aussi fun que de faire de la force. Je sais que j'ai beaucoup de chemin à parcourir pour faire ça, mais sachez que pour moi, c'est déjà le cas en fait. Moi, je prends autant de plaisir à bosser ça parce que c'est pareil, une fois qu'on devient un peu bon, oui, on y prend goût. On y prend goût. C'est comme tout, hein. La majorité des gens qu'on coach, quand ils n'aiment pas faire un truc, c'est parce qu'ils sont mauvais dedans. Hein. Ouais. Mais même au-delà de tous ces aspects-là qu'on a énumérés, moi, celui que je connais le c'est la prophylaxie. C'est les blessures. Ouais. C'est que, comme tu dis, si tu veux pas te blesser, tu es obligé de passer par là. Moi, on va dire que je suis le mauvais exemple. Je m'étire jamais. Et en fait, je m'étire quand je suis déjà blessé. C'est-à-dire qu'en fait, quand je sais que le problème est lié à un manque de mobilité et d'étirement, en fait, je commence à bosser et dès que ça part, en fait, j'arrête. Sauf que pour prendre l'exemple de mes adducteurs où ça pète tout le temps, c'est que comme je ne les étire pas, le muscle il se raidit, il fibrose, il y a des contractures. Et puis au bout d'un moment, quand tu ouvres les genoux en squat pour pouvoir descendre, le muscle il a plus d'élasticité, donc le tendon il s'arrache. Donc ouais, c'est déjà aussi un
quand même un des gros facteurs de longévité dans le sport, c'est de rester mobile. Et en plus, toi, ce que tu disais aussi, Louis, tu as fait pas mal de vidéos là-dessus, c'est que quelqu'un qui est fort et qui est réellement fort, c'est quelqu'un qui est capable d'être fort sur les différents degrés d'amplitude du mouvement. Bah, tu vois par exemple un forceux qui voit quelqu'un faire un demi-squat, il va dire bah, il n'est pas fort parce qu'il fait un demi-squat. Moi je vois un forceux faire un squat, j'ai la même réaction. Même si dans son sport, ses reps, il est sous parallèle, mais un squat où le tibia reste vertical, les genoux avancent pas devant les pointes de pied, il y a zéro flexion à la cheville, très peu de flexion au genou. Bah, dans ton sport, ouais, tu peux être champion du monde et tu peux considérer que tu fais un squat complet parce que les règles de ton sport appellent ça un squat complet. Bah, moi, je te regarde en disant, bah, en fait, c'est comme un demi-squat pour moi. Sur des principes de mécanique de force, tu as moins de force développée. Oui, bah, la force, c'est une notion de distance. Donc, Et puis pour moi, la mobilité, c'est tellement la base que Louis, il a plus d'athlètes avancés et intermédiaires que Marin et moi. On va jamais voir un athlète intermédiaire ou avancé en lui disant ton problème, c'est ta mobilité. En fait, la mobilité, c'est un prérequis, c'est comme savoir marcher. Jusqu'à intermédiaire, on peut rattraper le coup avec d'autres énormes qualités physiques. Voilà. Mais ça n'existe pas à partir d'un certain niveau. Tu vas au championnat de France d'haltéro, t'as pas de gars qui sont tout raides. T'as pas de gars qui sont raides. Le point faible d'un athlète, c'est jamais la mobilité. Ça peut pas, parce que sinon il fait pas le bon sport. Si jamais c'est le point faible, c'est à des années-lumière de ce que les gens pensent. Mon point faible, c'est la mobilité. Quand je suis en saut de presse, en développé flexion en bas de mon arraché, j'ai du mal à monter au-dessus de 70 kg. Oui, mais c'est pas j'en chie à faire de l'overhead squat. En fait, c'est peut-être même pas forcément la mobilité qui est le problème, c'est plus un problème de force. Non, c'est plus de la mobilité, parce que c'est pas parce que tu arrives à faire un overhead squat, un développé nuque prise arrachée à 20 kg que tu es mobile, parce que tu peux compenser en le faisant avec les coudes derrière. On avait des profils comme Jonas, qui était donc lui. Ah non, mais lui pour le coup, il est hyper lax. Bien sûr qu'il y a des exceptions. Il est hyper lax. On part pour la majorité. Mais si tu compenses le fait d'être hyper lax en essayant d'avoir plus de force, plus de contrôle, en fait, tu as un meilleur contrôle de ton corps, donc automatiquement, tu vas aller moins sur des degrés d'amplitude où tu n'as plus de contrôle, quoi. Parce que l'hyperlaxité... Oui, non, parce qu'il se mettait en système locomoteur passif, il se mettait dans une position, il n'y a plus rien de musculaire qui tenait. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, je suis convaincu que la majorité des gens qui nous regardent, si vous voulez progresser, faites de la mobilité, mettez un peu le reste de côté, ou en tout cas, incluez-le dans votre entraînement. Et je vous garantis que vous allez avoir une progression de l'ordre de 15, 20, peut-être même 30% pour certains, juste en changeant vos leviers. Et tu as la programmation. Le point que je voulais aborder après, je bifurque pas, on va continuer à parler de mobilité, mais le point que je voulais aborder après, promo, la functional flexibility. Le point que je voulais aborder après, c'était le fait que les personnes en faisaient trop. Et que justement, la solution des personnes qui en font trop, à se dire « Ah, je vais me faire mon zone 2 parce que ce matin, j'étais un petit peu gras devant le miroir ou n'importe quoi. » Ou « Je vais me rajouter des biceps parce que j'ai pas assez de biceps. » Si vous voulez en faire plus, en fait, le meilleur truc à se rajouter, c'est de la mobilité. Si vous vous ennuyez, si vous dites « Ah, mais moi, je suis hyper actif, je suis obligé d'avoir 2 heures de sport par jour. » Et ben, au lieu de vous rajouter du cardio, des metcon, de l'haltéro, de la gym, rajoutez-vous de la mobilité. C'est pas long en plus. C'est dans la sélection des exercices, si vous êtes intelligent et que vous prenez des exercices dynamiques et lestés, vous allez réduire le temps de travail, vous allez augmenter les résultats, et en plus de ça, c'est plus marrant à faire. Tu veux dire que sur une séance de mobilité, tu ne ferais pas faire 12 exos différents? Non, j'en ferais faire 1, voire même 2. Ça suffit. Hein. Un exo bas du corps, un exo haut du corps sur vos plus gros points faibles. Vous faites ça pendant 4 à 6 semaines, en variant l'intensité en fonction du ressenti. Vous n'êtes pas obligé d'être en progression continue, hein. Ça peut être en ondulatoire. Et puis voilà, et quand je dis 6 semaines, je suis gentil. Hein. Moi, s'il y a quelqu'un qui vient me dire qu'il va faire le même étirement pendant 6 mois, je dis ok, vas-y, hein, tu vas progresser. Oui, voilà, après, on est d'accord qu'à un moment, il faut qu'il y ait un peu de... D'ailleurs, ça va nous lancer sur le prochain sujet, mais il faut qu'il y ait de la variabilité, de la variation. Mais simplifier les choses, quoi. Simplifier les choses. Vous faites du Jefferson Curl. Donc c'est l'exercice où on va venir enrouler la colonne pour venir étirer la chaîne postérieure et les ischios. Vous faites cet exercice-là 2 à 3 fois par semaine en augmentant la charge progressivement et en faisant un peu comme au squat, une montée en gamme, vous démarrez avec rien et puis vous prenez un poids de 5 et puis etc. Je vous garantis que la chaîne post, elle va finir par être mobile et renforcée en plus sans avoir vous êtes pris la tête. Et franchement, 3 fois 10 en Jefferson Curl, ça se claque en 5 minutes. T'as pas de contrainte. Ouais. Donc, voilà.
On enchaîne sur le point dont tu as parlé rapidement. Le fait que les gens en font trop. Ouais. Toi, tu peux en parler un petit peu parce que c'est peut-être c'est ceux qui se rajoutent de la muscu qui sont. Ouais, bah, après, ça, je le vois sur tous ceux qui veulent prendre, comme je disais hier, de la masse musculaire. Ceux qui font de la force, ils sont un peu plus, comme tu disais, éduqués donc, sur les différents principes. Donc ils comprennent un peu plus la mécanique. Mais ouais, tu as des mecs, des fois, ils font 60 kilos. Ils te disent, bah, moi, je vais prendre du poids. Je mange tant par semaine. Donc, tu vois que la diète, comme tu disais hier, en plus, tu pourras donner ton anecdote après, mais tu vois que la diète est à peu près cohérente. Il y a peut-être 2-3 réglages à faire, mais ça va. Par contre, le mec, il s'entraîne 6, voire, j'exagère pas, 7 fois par semaine. Pour le Léo coaching, ce qu'on essaie de vous dire, c'est qu'il faut réussir à brider les personnes. Ah bah Il y en a là, beaucoup. oui. C'est des sports où les gens croient que ça marche au mérite. Plus on en fait, plus ça marche. Mais malheureusement, il y a un moment où le retour sur investissement, il diminue et voire il devient négatif. Si Même on quand s'entraîne les gens pas. sont blessés, t'as des mecs qui sont blessés, ils se disent vas-y, ça fait partie du game, moi je suis un warrior, je suis un soldat, je vais quand même au charbon, je m'entraîne alors que j'ai mal. Ouais, bah en fait, regarde, t'es un guignol parce que tu vois, 6 mois plus tard, en fait, bah, tu peux T'as encore rien faire. mal. T'as encore mal, et là en fait, tu peux même pas bricoler un truc, tu peux rien faire. Et limite, c'est le moment où c'est le mieux parce qu'ils sont obligés de s'arrêter vraiment. Ouais, non, mais après, moi, je suis un bon client, hein. Genre, moi le nombre de fois où je dis bah les couilles, de la douleur, machin. Et puis après, tu fais une écho, et puis le mec il dit il n'y a plus rien qui tient, t'es obligé d'arrêter. J'ai le, comme un con, quoi. j'ai le bon exemple à la salle avec les personnes qui en font trop. C'est-à-dire que je leur fais un programme. Ils font le programme, mais ils se disent putain, l'autre à côté, sur le plateau d'à côté, il a arraché plus que moi, il a progressé plus vite ou autre. Je vais en faire plus. Ça va être ma solution pour passer devant. Il en fait plus. Son corps, ça devient une inflammation géante. Il en fait beaucoup trop. Il a trop de fatigue hormonale, nerveuse, musculaire, articulaire. Il commence à se faire mal. Sa solution, parce qu'il se fait mal, il a mal au coude et il a mal au genou. Bah, du coup, je vais me rajouter du leg curl, je vais me rajouter du Spanish squat pour mon genou, je vais faire un peu d'ATG split squat. Et pour mon coude, je vais travailler mon avant-bras à fond, dans tous les sens. Je vais faire de la pronosupie, je vais faire des rotations, des inclinaisons radiales lunaires, je vais faire des flexions-extensions, je vais me faire des curls biceps aussi. Et en fait, là, sa solution, il s'est blessé parce qu'il en faisait trop, sa solution, c'est s'en rajouter. Au lieu de se dire, bon, bah, en fait, les prochaines semaines, au lieu de m'entraîner 5 fois, je vais m'entraîner 3 fois, je vais enlever les exercices qui me font mal. Et moi, la seule solution que j'ai trouvée en tant que coach avec eux, c'est bah, tu fais ça, je te coach plus. Voilà, super méthode, tant bien. Ouais, c'est vrai, Bah, ça marche bien. Hein. Ouais, La plupart ils disent bah, du coup, je fais du vélo. Je dis non, tu fais du vélo, je te coach plus. Je viens de te dire d'en faire moins, de rentrer chez toi. Marc Vouillot qui avait te fait coucher. ça aussi avec, quand il coachait à une époque ici. C'est qu'en gros, il expliquait que en gros, quand tu fais des cycles de force et que tu es sur des entraînements où tu as une grosse dépense nerveuse, donc il faut être frais, c'est qu'en gros, il y a ton entraînement, mais il y a aussi tout ce qui va être à côté. Si tu dors mal ou si tu fais le con à côté, ça va jouer. Et moi, sur des mecs que j'ai coachés, des mecs que je coachais, c'est bizarre quand même. Tu t'es moins fort le jour J où tu dois faire des max qu'à des moments de l'entraînement. Où tu étais censé être sur fatigue. Voilà. Et je dis, mais t'as fait quoi en fait hier? Bah, hier, j'ai fait la séance. J'ai dit, mais après la séance, t'as fait quoi? Après la séance, je me suis fait un peu de muscu, j'ai fait du pump et tout. J'ai dit, bah ouais, mais en fait, là, tu t'es niqué. Et l'exemple avec Vouillot, c'était il y avait un jeune qui était venu, Quentin qui était venu faire. Il y avait une max. longue prépa, 3-4 mois. Ouais, 3-4 mois. Et en vrai, il fait une sous-perf, il fait de la merde, il fait des choses moins bien qu'à l'entraînement. Et en fait, Vouillot, ce qu'il disait tout le temps, il fait si tu respectes l'entraînement, tu respectes en gros tout ce que moi je te donne, et qu'en gros, à la fin, il n'y a pas de résultat, le fautif, c'est moi. C'est à moi de me remettre en question. Et en gros, à la fin, il lui dit t'as fait quoi Non, ce je week-end me souviens, il était dans la salle et il venait voir Il tout le monde. Il comprenait disait pas. c'est pas possible, c'est pas Il comprenait possible, pas. je comprends pas, c'est pas possible. Et là, il est parti le voir, il a dit mais Qu'est-ce- ce week-end, t'as fait quoi? Bah, j'ai surfé. Ah, t'as surfé. Et t'as surfé combien de temps? 2 fois 6 heures. 2 fois 6 heures. Et c'est pas dur, il a pris sa petite banane, il s'est mis autour de la taille, il a pris sa veste, Il s'est barré. et puis il s'est barré. Et j'ai dit, tu vas où? Il fait, je me casse, c'est des cons. Et tu regardes, après les mecs ils ont compris, mais là des fois les gens ils ont du mal à saisir en gros que ça c'est l'adage aussi, c'est le mieux c'est l'ennemi du bien. C'est-à-dire qu'en gros il y a des disciplines où en faire beaucoup, etc. Ça va t'aider à Si, progresser. un lanceur de fléchettes, vu qu'il n'y a pas de fatigue à lancer la fléchette, il peut le faire Ou 8 heures pareil, par jour. Un mec qui fait du piano ou qui apprend à faire de la guitare, tu peux faire 10-12 heures. En fait, plus le geste c'est Romain- technique et moins. Romain qui faisait de la magie, tu peux faire de la magie pendant 10-12 heures par jour. Et encore, Et, pour nuancer tout ça, je te laisse terminer. Mais, ouais, mais sur le sport, quand tu as comme tu dis, tu as de l'inflammation, tu as de la fatigue articulaire, de la fatigue nerveuse, etc.
faut pas oublier que du coup, t'as pas que la notion de quantité de travail. Après, on sait que c'est difficile parce que quand tu es dans un environnement comme ça, ou sur les plateaux autour de toi, tu as des gens qui font des barres, qui sont meilleurs que toi, ou même pas forcément, mais même si tu es meilleur qu'eux, un jour où tu n'es pas en forme, il y en a un qui est meilleur que toi ce jour J, tu as envie de faire plus, tu as envie de te donner, tu te mets une musique qui t'énerve, tu essaies de dépasser. Après, tu rentres chez toi, tu regardes une vidéo de Matt Fraser sur YouTube où il se fait 4 entraînements dans la journée en disant c'est parce que je prends un BIM, un chocolat chaud tous les soirs où il y a du ZMB6 dedans. Et bah tu dis, faut que je fasse comme Fraser. Tu tapes sur Google, quelle est la prog de Rich Froning? Ah, elle a l'air bien celle-là, 18 heures d'entraînement par semaine. Quand tu regardes sur les mecs qui faisaient par exemple de la force, quand on était plus à la page là-dessus, les mecs les plus forts, c'est ceux qui s'entraînent le moins souvent lourd en fait en pourcentage. Ah, les super lourds américains, c'était une séance de squat toutes les 2 semaines. Voilà. Moi, à chaque fois, il y a des mecs qui viennent, qui sont de passage à la salle, ils me disent toi, tu squats tous les jours? Je dis surtout pas, tu vois. Une fois par semaine. Je fais une séance de lourd par semaine et une séance plus cool. Mais tu peux pas en fait. Parce qu'arriver à certaines charges, tu as la notion de charge en valeur absolue. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est Benjamin Niquin qui disait ça, c'est qu'il y a des mecs qui disent ouais mais du coup 200 kg pour toi c'est facile comme t'as. Oui, c'est 80% pour toi. Ouais, voilà. Mais il dit bah non en fait 200 kg c'est 200 kg. En fait 200 kg pour mon corps, pour mes tendons, mes articulations, c'est 200 kg. Ça, les personnes qui croient que quand tu as un max à 200, faire une série de 5 à 80%, c'est la même chose que pour la personne qui a un max à 100 qui fait une série de 5 à 80%, c'est vraiment se mettre des œillères parce que dans tous les cas il y a 200 kg, c'est beaucoup plus dur. Ouais, plus la charge est lourde, plus le pourcentage de travail est énergivore. Va induire de la fatigue nerveuse, va induire de la fatigue articulaire, plus tu as besoin de récupérer entre les séries. Et puis le risque de blessure n'est pas le même. Tu perds ton gainage avec une barre à 60 kg sur le dos qui peut peut-être être allé ton 90%, parce que tu souffles ou tu fais un pas en arrière, etc., tu as un déséquilibre, il ne va pas y avoir une énorme incidence sur le squelette. Tu fais la même chose avec 2,40, si c'est aussi ton 90%, je te promets qu'en fait, si tu poses la barre, après tu as du mal à respirer, tu as 2 côtes qui ont dégagé. Tu vois. Et moi, pour spécifier un peu plus ce que vous avez dit sur le fait d'en faire moins, en fait, pour en faire moins, il y a 2 manières d'en faire moins. Il y a diminuer le volume et il y a aussi moins diversifier, faire moins de choses différentes. Et je pense qu'il y a aussi ça comme problème. C'est au-delà du volume total, il y a aussi le fait que sur ce volume total, il s'éparpille beaucoup. Je vais prendre un exemple plutôt business, mais entre un millionnaire et vous, vous avez le même nombre d'heures dans la journée. On a le même nombre d'heures que Jeff Bezos dans la journée. Par contre, on n'a pas du tout la même allocation de ces heures, on ne fait pas les mêmes choix d'activité. Et non, mais c'est vrai. On ne peut pas juste, en travaillant plus dur, devenir millionnaire. Il y a un moment, il faut choisir, il faut avoir du discernement et choisir les bonnes tâches et se concentrer sur une seule ou 2 choses, mais pas sur 15 choses en même temps. Et ça, c'est un truc qu'on a aussi appris. On en parlera un peu plus sur le côté business, mais ça marche aussi pour le sport. Ça sert à rien, j'ai parlé des exos de mobilité, ça sert à rien d'en faire 12 en même temps et ça sert à rien du coup de faire un seul exercice pendant 2 heures, il faut en faire un régulièrement, un petit peu. Et c'est comme ça qu'on a le plus de progrès. Et même au niveau mental, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rassurant parce que moi je trouve que ce qui est vachement stressant, moi si je faisais du crossfit, c'est qu'en fait il y a tellement de choses à bosser, tu te dis en fait jamais assez quoi. Ouais, ça crée de l'anxiété quoi. Ça fait des années qu'on en parle sur le côté interdiscipline où on dit que pour nous, tous les trois on est du même avis que si on veut devenir bon en crossfit, il faut faire des cycles de spécificité sur chaque discipline. Un cycle on sera plus sur la gym, un cycle on sera plus sur l'haltéro et ainsi de suite. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec nous, il y en a qui disent qu'on peut tout bouffer en même temps et devenir aussi bon. Après, on a les exemples des autres sports. Hein. Les décathlètes, ils font pas du décathlon toutes les semaines. Mais tu l'as déjà dit, pareil en triathlon, ils font pas un triathlon toutes les semaines. Ils ont des phases où ils vont plus bosser leur. Pour moi, vu la nature du sport, vu la quantité de mouvements dans le répertoire gestuel, pour moi, tu es obligé, si tu pars de zéro, tu n'as jamais fait d'haltéro, tu n'as jamais fait de gym, tu n'as jamais fait de cardio, tu es obligé de te dire, ok, bah là, pendant tant d'années, j'apprends l'haltéro. Et puis je me fais un peu de condi et pendant tant d'années j'apprends la gym. C'est pas possible en fait pour moi. Pour moi tu mélanges tout quand tu maîtrises tout. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle les gens à partir d'un certain niveau dans les box ils ne font plus les classes et ils font des progs. Parce que les progs, même si c'est dans la séance, ils vont avoir beaucoup plus de différenciation dans les blocs avec un bloc haltéro, un bloc gym ou autre. Alors que sur une classe il va y avoir une partie skills, un WOD. Et donc même s'ils veulent pas s'admettre, quand tu bifurques vers une prog parce que tu veux plus faire les classes, c'est que déjà tu es dans cette démarche d'essayer de différencier un petit peu, de faire des blocs, un bloc strongman, un bloc machin, et tu regardes toutes les procs de CrossFit maintenant qui marchent bien, tu as des blocs comme ça, bloc monostructural, endurance, bloc haltéro, bloc weightlifting, bloc gymnastics, et nous on aimerait bien que les gens se rendent compte que tu peux même pousser ça plus loin,
en disant bah, en fait mon bloc haltéro il dure un mois et pas 10 minutes dans la Il y séance. a un mois, t'es gentil. Et un mois je suis gentil. C'est comme l'analogie avec l'apprentissage des langues. Ça ne viendra jamais à l'idée à Oui. quelqu'un d'apprendre 10 langues étrangères en même temps. Donc, tu sais très bien qu'en fait, à la fin de l'année, tu sais dire bonjour, au revoir, merci, et puis je m'appelle, tu vois. Tu sais dire que ça. Alors que tu tapes un an de cours où tu fais, je sais pas, que de l'anglais, que du russe ou que de l'espagnol, bah à la fin de l'année, en fait, tu as déjà quand même un petit bagage. Ouais. Et en fait, comme disait Louis, pareil, tu regardes le décathlon, tu te dis pas que le mec, tous les matins quand il se lève, il fait 10 sports. Ouais, mais parce que le décathlon, le mec qui fait du décathlon à un haut niveau, il a une vision long terme en fait. Il se dit pas qu'il faut qu'il soit bon cet été. Et ça, c'est le gros souci de pas mal de crossfitters, c'est qu'ils veulent être forts cet été. Ils veulent pas être forts dans 5 ans, ils veulent pas prendre le temps, ils veulent pas en fait semer pour récolter dans 4-5 ans. Et c'est du coup là où ils ont du mal à conceptualiser un petit peu la notion de cycle. Parce que pour moi, quand tu fais du crossfit, quand tu fais justement haltéro le matin, juste après t'enchaînes avec de la gym, après tu fais un WOD et avant au tout début tu avais un bloc force. En fait ça pour moi c'est judicieux que quand tu t'approches de tes compétitions. Parce qu'en fait ta compétition ça va te demander quoi? Ça va te demander de la polyvalence. Donc en fait ce qu'il faut que tu fasses c'est ce qui est spécifique le plus à ton sport. Oui, ça Et s'appelle le sport, ça s'appelle de la demande- planification et ça- classique de l'entraînement. Et ton sport te demande quoi? D'être polyvalent. Mais par contre, quand tu es en dehors de tes compètes, en dehors des phases où même si c'est pas des compètes importantes, où tu veux te tester sur ce sport-là, bah en fait, c'est 10 fois plus important de travailler tes faiblesses. Si tu regardes tous les mecs qui font du rugby ou de la NFL, du foot US, etc., les mecs, quand ils se rapprochent des périodes de match, bah, ils font du rugby. Par contre, en dehors de ces périodes, en hors-saison, les mecs ils vont faire de la muscu à balle, ils vont faire de la prépa physique sur d'autres trucs, etc. Bah, ils profitent de l'été pour prendre du poids, etc. Mmh. Mais après là, tout ce qu'on dit là, on a conscience que c'est pas forcément évident et on bataille avec nous-mêmes aussi pour le faire. Hein. Moi, la gym, la gym comme moi je la vois, il y a pareil, il y a des centaines et des centaines de mouvements. J'aimerais aussi bien autant savoir faire l'équilibre un bras que la croix de fer, que faire un double salto arrière. Malheureusement, chacun de ces mouvements, ça pourrait me demander plusieurs mois, voire même plusieurs années pour les apprendre. Donc je dois faire un choix. Et si je les travaille les trois en même temps, il y a de grandes chances justement que j'en apprenne aucun en fait. Du coup, on aborde l'autre point. Ouais. En gros, moi, le truc dont je voulais parler, dont on a parlé hier, On a dû le dire au moins 12 fois aujourd'hui, mais c'est pas grave, vous avez compris quoi. Vous avez compris l'idée. c'était en gros l'écart qu'il y avait un petit peu entre ma perception de ce que les gens allaient attendre entre guillemets, d'un encadrement sportif via du coaching dans une salle de CrossFit et en fait la réalité. C'est-à-dire qu'en gros, là, au bout des 5 ans de pratique, Tu veux dire que ce que tu faisais n'était pas comment dire, en accord avec ce que tu pensais faire ouais, voilà, il y a 3 ans. exactement. C'est-à-dire qu'en gros, moi je suis arrivé ici, quand on a ouvert la salle, etc. Je me suis dit, bon, les mecs ils vont vouloir vraiment faire de la performance, se voir évoluer, va falloir les challenger à fond sur les barres, etc. Et en fait, je me rends compte que dans le CrossFit, je parle bien du CrossFit et pas des sports spécifiques qu'on peut pratiquer à côté. Allez, quoi, 70%, Ouais, t'es gentil, je pense que c'est même beaucoup plus que ça. ouais, 80% des gens, en fait, c'est pas qu'ils s'en foutent de la performance, mais C'est secondaire. Ouais, c'est secondaire. Non, C'est-à-dire c'est que- la vraie raison et la bonne raison. Ils vont te dire qu'ils veulent la performance, mais Voilà. en fait, ils la veulent pas. Mais en Parce fait, que c'est au détriment de pas mal d'autres choses. le plus important, c'est de s'amuser. C'est comme nous, on peut le voir sur nos cours. T'as des mecs, des nanas qui parlent à mort au début du cours, etc., quand ils expliquent les trucs. Donc nous, on fait un peu la police pour justement que le cours soit carré, que l'encadrement il soit bien et que ça puisse quand même pousser à la performance. Bon, faut que tu aies les informations quand même nécessaires pour ça. Mais il faut pas oublier, ce qu'on disait hier, c'est que tu as des personnes, leur seul lien social qu'ils peuvent avoir, c'est en fait quand ils sont dans une salle de sport, dans leur activité en fait type loisir. C'est-à-dire que tu as des gens au taf, ils voient personne, ils sont dans un bureau toute la journée. C'est vraiment, moi je parle de ce que je faisais avant, quand tu travailles en finance, tu es comme ça, comme un connard toute la journée. On discute avec Excel. Voilà, tu discutes avec Excel et avec tes mails. Et puis en fait, quand tu vas à la salle, c'est le seul moment où tu vas interagir peut-être, où tu vas créer du lien. C'est le Mais meilleur surtout les moment salles de de ta journée, surtout les déjà. salles de CrossFit. Et donc du coup, je me Oui, suis il y en a qui vont au CrossFit justement parce qu'il y a ça. ça, ouais. Pas parce que c'est du CrossFit, Ouais. mais parce qu'il y a ça alors qu'il n'y a pas dans les salles de muscu. Voilà, le communauté, le tribalisme quoi, tout Et je simplement. me suis rendu compte que du coup, et nous on l'a vu aussi avec certains stagiaires qu'on a eu et qui ont fait l'expérience à ce niveau-là, qui se sont améliorés du coup sur ces points-là, c'est que tu peux être un super coach et en fait les adhérents en fait ils vont pas forcément apprécier ton cours. Parce Ils que vont t'es pas un bon forcément venir animateur. parce que t'es pas un bon animateur. Et en gros les gens ils veulent en fait ils veulent s'amuser, ils veulent que ce soit cool. Et ce qui est dur je trouve
quand tu débutes et quand tu n'es pas forcément à l'aise avec cet exercice-là, c'est de réussir à être autant professionnel et carré dans la discipline que, entre guillemets, cool, fun et mettre un peu d'émulation à tout ça, tu vois, que les gens ils s'amusent. Comme toi tu fais par exemple sur tes cours de gym, quand tu demandes à tous les mecs et là de s'allonger, de faire des exos en même temps, etc., ça participe en fait, si tu veux, au côté un peu fun, ludique, tu vois. Que si ils sont chacun dans leur coin et de bosser leur truc, ils vont dire aussi ça me fait chier, il y en a un qui va s'arrêter dès qu'il veut, quoi, tu vois. Mais ça va faire le lien, tu vois justement, tu parlais du marketing tout à l'heure, qu'il y avait des coachs qui étaient trop concentrés là-dessus. Bah pour moi ça, typiquement, les coachs qui vont se retrouver à l'opposé, c'est les coachs qui n'ont pas fait assez de marketing et qui du coup n'ont pas prennent pas le temps de comprendre qui ils ont en face d'eux et le besoin client. Et en fait, être bon en marketing et bon en communication, c'est ça en fait, c'est que ça te permet pas forcément dans un premier temps de faire de la super com, mais c'est de modifier ton produit ou ton service pour qu'il réponde réellement aux besoins. Pas celui qu'on t'a donné, mais le vrai qui est à la tête. Et pour moi, par exemple, ça, c'est ce que tu as fait, je l'ai dit hier, c'est ce que tu as super bien fait sur tes programmations. Vraiment, pour moi, tu as mastermindé le truc. Vous le savez, dans le CrossFit, on va vous montrer les différents modèles, on va vous dire oui, alors il y a 10 qualités physiques, blablabla. Nous, on essaie d'être fonctionnel, on essaie d'être complet, de travailler sur toutes les modalités, de courir, d'être agile. En gros, on essaie d'être un véritable ninja, quoi. Si on suit le truc, et puis d'être en bonne santé en même temps. Quand quelqu'un dit qu'il fait du CrossFit, il dit qu'il voilà, fait pour ça. Ça vient. J'ai vu beaucoup de. J'ai déjà entendu ça plein de fois, surtout au début quand on a ouvert, où des gens ils me disaient ah c'est trop bien en fait parce que le CrossFit il n'y a pas de miroir, les gens se regardent pas, les gens ils sont pas là juste pour la gonflette. Et la réalité des choses, hop là. Et la réalité des choses, c'est que les gens, ils ont quand même envie d'être bien gaulés. Et moi, je trouve pas ça illégitime. C'est un sport, tout le monde est en brassière, tout le monde est en short, tout le monde est torse nu. Il n'y a pas de sport où les gens sont plus à poil que CrossFit. Voilà. Et en fait, les gens, ils ont quand même envie d'être bien gaulés, sauf que c'est pas accepté. Oui, voilà. Et donc, Marin, je trouve que ce qui est bien, c'est que dans ses programmations, il te vend le fait que, oui, certes, la programmation, elle va t'aider à être meilleur en squat, mais c'est big legs, donc tu vas aussi avoir des plus grosses cuisses. C'est big legs. C'est big legs, donc, et du coup, c'est décomplexé. Les gens étaient complexés, et toi, tu as réussi à faire en sorte, alors tu leur as donné un véhicule pour ne plus l'être. Même dans les retours qu'il a Marin, souvent c'est j'ai pris 4 cm de tour de cuisse grâce à Big Legs, mais surtout je me sens mieux en squat et sur mes thrusters et sur mes WOD. Mais ça j'ai tout le temps ça. C'est genre quelqu'un qui me dit j'ai pris le temps sur mon squat et en plus j'ai explosé tous mes frocs. Tu vois, donc, et pour moi justement, ça revient un peu à ce que tu as dit. Je pense qu'au début on a vachement le syndrome de l'ingénieur, on est vachement comme les mecs qui coachent avec nous un petit peu, très focalisé, préparation physique. On est des geeks en fait, tu vois, de notre discipline. Et on se retrouve avec des gens qui sont là soit pour être mieux gaulés, soit pour se marier en fait. Et qui en plus, ils peuvent se challenger un petit peu, c'est cool. Mais ça, on le voit, tu le vois encore plus quand tu fais du coaching, par exemple en face-to-face. Tu as des personnes qui prennent 1 heure de coaching, toi tu l'as beaucoup eu, avec quelqu'un. Pour parler. Voilà, et en fait. Et toi, pendant que tu dis attends, ça fait 4 minutes qu'on parle, il faut que tu fasses la deuxième série. Et en fait, non, la personne, elle paye un coaching parce qu'elle veut un pote pendant. Elle paye tout le temps, quoi. En fait, ce qu'elle veut, c'est bouger parce que pour la conscience, elle se dit, c'est bien, je fais ma séance d'entraînement. Et en vrai, la personne, ce qu'elle paye, c'est. Après, je suis pas sûr que ce soit volontaire que la personne le fasse vraiment consciemment. Robin, ça arrivé combien de fois qu'une personne vienne te voir et que lui dise j'ai qu'un objectif en tête, là, c'est avoir le muscle up. Fais-moi une prog. Tu lui fais sa prog et 3 jours après, il fait plus ta prog. Alors, je l'ai plus trop parce que maintenant, je suis capable de discerner, mais c'est sûr que. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait les gens, ils étaient prêts à faire des efforts pour progresser, mais pas forcément certains sacrifices. L'effort, c'est quelque chose qu'il faut faire en plus. Donc, on en revient à ce qu'on a dit avant. Les gens, ils sont prêts à rajouter un truc. Par contre, les gens, dans le milieu dans lequel on est, ils ne seront pas prêts à enlever. Et donc, le crossfitter moyen, si tu lui dis ma programmation, elle va t'aider à progresser en haltérophilie ou en gymnastique, mais tu ne pourras plus faire de WOD, là, tu es sûr que tu ne vas pas la vendre ta programmation. Donc, c'est à nous, pas justement. Le fait d'avoir compris ça, moi, j'ai complètement changé ma manière de programmer, en essayant de garder l'efficience bien sûr, mais en faisant un volume plus réduit pour que les personnes ils peuvent se dire tu sais quoi, je prends la prog de Robin et en plus je peux faire les WOD. Je peux continuer à faire les WOD de ma box et m'entraîner avec mes potes parce que si faire une programmation ça veut dire que je m'isole, tu parles de lien social, en fait non, tant pis tu vois. Tu perds l'intérêt entre guillemets. Et tu vois, c'est marrant qu'on parle de ça parce qu'il y a la mère d'Adrien, de nos adhérents, qui a fait ta prog de jambes. Ouais. Big Legs 2, elle m'a dit qu'elle avait détruit, mais qu'elle avait kiffé, qu'elle avait progressé et tout. Et elle m'a dit la raison pour laquelle elle allait arrêter, c'est juste qu'en fait, elle avait personne pour la faire avec elle et que du coup, elle aimait pas se sentir seule. Et que la prochaine prog qu'elle ferait, parce qu'elle m'a dit je vais en refaire des progs comme ça, trop bien, je vais le faire avec une pote. Ah oui, moi des fois j'ai des messages de pompiers, etc. ou même de mecs qui travaillent dans les forces de l'ordre
À la caserne, on fait masse-up. Voilà, du coup je les remercie parce qu'ils m'envoient souvent des patchs. Des patchs de leur unité, mais des fois j'ai des mecs qui me disent ouais, on est 10 en fait à la caserne, on a appris toutes les progs à 10 et en fait dans l'année on les fait toutes. Donc ouais, c'est cool, trop cool. Ça fait plaisir. C'est trop cool. Tu voulais dire un truc lui par rapport à tes moi je disais que je veux pas justement modifier mon produit en disant continuez à faire votre crossfit ou autre à côté, même si il y a la version 3 jours de la prog qui fait que c'est permis. J'essaie plus de montrer justement qu'ils peuvent réussir à trouver cet aspect social et communautaire qu'ils ont en crossfit dans l'haltéro. En motivant leurs potes justement, en rejoignant un club haltéro, n'importe quoi. Et ça passe par essayer de montrer qu'à la salle ça fonctionne. Quoi. Comme tu fais ici. Donc, la communauté, l'environnement qu'il y a à la salle, ça fonctionne. Et puis je pense qu'il y a un facteur qui n'est pas lié à toi qui aide aussi, c'est que l'haltéro c'est un sport en soi tout seul. Alors que la gymnastique crossfit c'est pas un sport. La gymnastique oui, mais la gymnastique crossfit c'est pas un sport. Il y a pas de... Ce qui est cool en fait c'est qu'il y a plein de crossfitters qui tâtent l'haltéro et disent bah, tu sais quoi, en fait, la pression sociale de devoir faire du cardio, justement, il y a plein de gens qui arrivent en disant ouais, il faut être complet, il faut que j'ai un super cardio, il faut que j'ai machin. En fait, tu as plein de gens, Gab et Johan par exemple, c'est ça, 2 adhérents qu'on a, ils viennent de la 197 box, une super box de crossfit ici, ils ont fait du crossfit pendant 7 ans, et puis qui sont chez nous, ils ont envoyé bouler les woods. Ils se sont dit en fait, ce que j'ai envie, c'est d'être un peu plus costaud, et je veux soulever des barres, je kiffe ça. Vas-y, tant pis. Chez les filles, Lorraine Morgan ont commencé par le crossfit, Clément a commencé par le crossfit, et tout cela, ils font plus aucun crossfit. Ils ont complètement bifurqué, c'est plus des crossfitters, ils se disent en fait j'arrive à m'épanouir dans l'haltéro et ça m'apporte ce que je veux. En fait, tu as réussi à répondre à leurs besoins. Ils avaient des besoins d'appartenance, un besoin de se challenge, un besoin de se sentir mieux foutu. Et en fait, il y a plusieurs véhicules pour y arriver, c'est tout. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas que le crossfit. Ouais, il n'y a pas que l'haltéro, il n'y a pas que la gym. Il faut une structure qui s'y prête, je pense. Parce que tu vois un haltérophile qui fait de l'haltéro à Basic Fit, non seulement il est gêné par les autres, il gêne les autres parce qu'il est en plein milieu à lâcher ses barres. Il lâche les barres, les trucs. Et en plus de ça, les gens le regardent en se disant on sait même pas ce qu'il fait. Et lui, s'il est un peu prétentieux, il se dit oh là là, ils sont tous impressionnés par ce que je fais, alors que les autres n'en ont rien à taper. Ils disent qu'est-ce qu'il fait avec ses exos. Donc s'il n'y a pas l'environnement autour, c'est compliqué. Là, dans une structure comme la nôtre, c'est un peu plus, ça s'y prête un peu plus. Et il y a de plus en plus de salles CrossFit qui mettent un espace haltéro à disposition avec des plateaux ou autres où il y a des mecs qui peuvent se retrouver, qui sont haltérophiles et qui s'entraînent dans des box de CrossFit. Ok. C'est un bon point. Moi, j'ai pas d'autres points par contre. Enfin, moi, c'était des points vraiment spé gym. Non, mais on peut s'arrêter là. C'est un tout petit peu plus court que ce qu'on a fait hier, mais hier, on avait plus bifurqué sur le business. Ça nous permettra peut-être d'avoir plus d'éléments. On peut peut-être un peu faire un rapide. Comment ? Il y avait un autre point que j'avais évoqué. Pour moi, c'est les réseaux sociaux. Tu avais fait. Tant pis, tu l'auras pour l'autre podcast. Sinon, alors on va faire quand même un rapide résumé. Donc, formez-vous en continu. N'attendez pas que ça vous tombe dans le bec. Pour ça, il faut que malheureusement pour certains, vous appreniez l'anglais si vous n'aimez pas ça, parce que la majorité du contenu qui est disponible dans le domaine dans lequel on se trouve, à savoir l'entraînement fonctionnel, haltérophilie, la gym, la force, 90% c'est en anglais. Il va falloir investir de l'argent pour gagner du temps. Payer, c'est pour gagner du temps. Il faut s'entraîner moins et faire moins de choses à l'entraînement. Donc, essayer un peu d'être plus minimaliste, si je peux dire ça. Si jamais vous vous entraînez que 2 fois par semaine et une semaine sur 2, ce conseil, il n'est pas pour vous. Oui, voilà, pour les personnes qui on sait à qui on s'adresse. Si par contre vous entraînez plus de 8 heures par semaine, ça peut s'adresser à vous. Les gens qui font ça se reconnaissent facilement. Voilà. Pour les coachs qui mettent un peu trop l'accent sur la com, formez-vous encore davantage. Et ceux qui mettent pas du tout l'accent sur la com, faites de la com d'abord pour comprendre votre client et du coup mieux leur servir avec les compétences que vous avez acquis justement. Parce qu'en gros, c'est ça le podcast. C'est ça ce qu'on a vu. Voilà. Je pense que c'est votre mobilité. Voilà. Et la mobilité. Voilà, donc pour moi, c'est bon. Je pense qu'on a tout vu. Tu l'avais dit dans l'intro, mais si vous avez des suggestions de guests pour le podcast, on est preneur. Des suggestions de sujets aussi. Suggestions de sujets, c'est ce que j'allais dire, parce qu'on va faire pas mal de podcasts à 3, je pense, parce que ça fonctionne bien aussi. C'est des discussions qui, je pense, que les gens trouvent intéressantes, apparemment. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans les commentaires. Et si vous pouvez nous mettre des commentaires, des likes, partager nos vidéos ou autres, c'est pas pour booster notre ego ou nos saucer, c'est que ça nous permet de faire plus de vues, et faire plus de vues, et ça nous fait dire YouTube ça marche, et du coup on a envie d'en faire plus. Et ça nous fait acheter des micro-cravates pour Et puis nous, le but, c'est de vous apporter un maximum de valeur dans ces podcasts. Par contre, c'est sûr qu'il faut qu'on ressente derrière que ça plaît et que ça vous est utile. Si vous êtes quelqu'un qui visualise de manière anonyme, mais que vous adorez ça, vous ne rendez pas service à la chaîne. Alors qu'en likant, en commentant,
ben, vous vous assurez d'avoir votre divertissement justement hebdomadaire. Parce que si c'est ça qui vous divertit. Voilà. Et en plus de ça, vous aurez toujours des vidéos de marins qui mangent du caca en faisant du squat. Qui mangent du caca en faisant du squat. Ou des trucs. Marin, mois de février, il nous fait un mois sur la diète de Liver King. Non. Que la diète, pas la chimie. Et il va bouffer du foie cru tous les repas. J'ai dit que je voulais bien faire une journée et en plus je vais subir. C'est quoi le truc? Dis-le maintenant, ça t'oblige à le faire. Un squat à 200 toutes les heures pendant 24 heures. Ça, je veux bien le faire. Mais j'attends juste mon adducteur. Et puis par contre, on peut rappeler pour les sacs aussi. Ouais, mais t'as le t-shirt Templar qui a beaucoup plu, hein, qui a été c'est notre best-seller depuis le début. On n'a jamais vendu autant. C'est la fachosphère, hein, faut... C'est pas bien. Mais non, c'est une croix géorgienne, c'est en Géorgie que les sacs. C'est West Coast, c'est... Le hoodie arrive, on a des tasses qui arrivent aussi comme ça. Le hoodie, avant de le mettre en ligne, on attend on fait un retour parce que c'est comme le t-shirt, on essaie quand même de vérifier que la qualité est au rendez-vous avant de le mettre en ligne. Et le hoodie qu'on avait reçu n'était pas de qualité suffisante, donc on en reçoit un second. Et si jamais ça nous plaît, on le mettra en vente et vous pourrez le récupérer sur powercamp.fr. Allez. Et ben on est bon, on se retrouve pour le prochain podcast du coup sur un peu plus des sujets entrepreneuriaux. C'est ça, l'entrepreneuriat Ouais, d'entrepreneuriat. D'entrepreneuriat, pour faire plus simple. Faut demander à lui. C'est moi, j'ai les vidéos avec le caca, tu vois. Ah, c'est vrai. Ok. Allez. Salut tout le monde et à bientôt. Ciao les nazes.